Est-ce que c'est bon? Bonjour à tous. Merci d'être nombreux aujourd'hui. J'ai la chance d'être avec Chris Rossabo, donc qui est notre consultant cybersécurité, et ouais, aussi avec donc Bruno Etev, donc consultant Azure. On a eu 1 heure pour vous parler de comment protéger votre SI avec Azure Sentinel. Donc donc Chris Ross va vous expliquer tous les tenants aboutissants d'Azure Sentinel et Bruno vous parlera de la partie plutôt service. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On vous posera quelques questions aussi dans les Q&A pour voir un petit peu où vous en êtes vous de votre côté. Donc voilà, si vous n'entendez pas la présentation, si vous ne la voyez pas, donc n'hésitez pas à, comment dire, à nous le dire. Je te laisse la main, Christophe. Très bien, très bien. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va parler, comme vous le savez, d'Azure Sentinel. Alors ça va être un webinaire qui se veut beginner friendly. On va pas faire beaucoup de deep dive dedans. On va rester vraiment sur des concepts assez simples, qui restent des concepts techniques, mais quand même des concepts assez simples pour ne pas perdre tout le monde. On veut vraiment avoir tout le monde dans le chat qui puisse répondre à nos questions. Donc les objectifs de la session d'aujourd'hui seront justement les différences entre un XDR et un SIEM, parce qu'effectivement, on a tendance souvent à parler en ce moment de MDR, d'EDR, d'XDR, et la relation avec le SIEM, où est-ce que ça en est, donc on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, donc on va un peu vulgariser tout ça. Ensuite, on va aller sur de la présentation générale du produit Azure Sentinel. Qu'est-ce qu'Azure Sentinel? Et après, on va aller un petit peu plus loin quand même. On va parler de collecte de données, on va parler d'analyse de ces données ingérées et d'automatisation de la réponse avec tout ce qui est playbook. Donc ensuite, on fera un petit résumé sous forme de mini démo. Donc c'est pas vraiment une démo. Je vous montrerai l'environnement de test sur lequel j'ai fait mes screenshots pour vous montrer un petit peu la console, un petit peu comment faire une règle, vous montrer un petit peu les bonnes pratiques et voir les questions de pricing. On parlera de la valeur ajoutée de Bechley-Comsoft au niveau d'Azure, donc avec Bruno, qui est avec moi, un solution architect, et aussi les offres de services en sécurité que nous proposons. Donc, quelles sont les différences entre un XDR et un SIEM? Alors, d'abord, un XDR, ça veut dire Extended Detection and Response. Et la première différence, c'est le format de données. Effectivement, le prérequis principal d'un XDR est que toutes les données soient stockées sous un format commun. Donc ces données, elles sont entreposées sous un data lake, sous un format commun. D'ailleurs, c'est ce que le Gartner appelle, il parle de ça en disant que les données doivent être normalisées, normalization of data. Et du coup, ça permet de pouvoir mieux corréler ces événements plus rapidement, de faire des queries plus rapides sur plusieurs scopes de sécurité. La capacité de réponse, comme les outils font partie du même vendor en général, l'XDR permet de répondre plus rapidement et plus précisément au niveau justement kill process, isolation de machine, bloc IP, etc. Et le dernier point, c'est l'utilisation du cloud. Parce que théoriquement, un XDR est built-in cloud, et ça lui permet justement de se servir de cette puissance de calcul pour faire tourner des algorithmes de corrélation. Ce que faisait pas forcément un SIEM à la base, en tout cas un SIEM on-prem, un SIEM traditionnel. Donc justement, je viens aux faiblesses d'un SIEM. Un SIEM, ça veut dire quoi? Donc c'est Security Incident and Event Management. Donc l'infrastructure on-prem, d'abord, parce qu'un SIEM traditionnel s'installe on-prem. Le fait d'avoir une architecture on-prem vraiment limite la puissance de calcul. Nos clients n'ont pas des méga data centers avec des méga data lake, etc. On ne peut pas scaler
On ne peut pas avoir cette capacité de mise à l'échelle de la capacité de calcul, et ce qui permet, en fait, ce qui donne une faiblesse au niveau de l'algorithme de machine learning, parce qu'il ne peut pas tourner correctement. Pour qu'un algorithme de machine learning tourne correctement, on a besoin d'une puissance de calcul quand même assez conséquente, et c'est un problème des SIEM traditionnels. Les prérequis de développement. Un SIEM traditionnel demande beaucoup d'efforts en termes de développement maison, je dirais, afin d'intégrer toutes les solutions qui seraient inhérentes à l'entreprise. Ça, c'est un gros problème. Très peu à la base de connecteurs natifs pour des solutions un petit peu exotiques. Et les faux positifs. Alors, les faux positifs, comme le SIEM traditionnel est juste, entre guillemets, un collecteur de logs, il va générer un nombre énorme d'alertes qui vont se traduire par un gros nombre de faux positifs. Donc ça, quand vous avez un SOC, ça réduit grandement leurs indicateurs de performance, ça réduit leur KPI, et ça augmente le risque. Parce que si vous surchargez la personne avec de l'alerte fatigue, et ben, il aura moins de temps en fait pour se dédier au hunting, et justement détecter des techniques d'offuscation ou des attaques un petit peu avancées. Et donc, ça crée une vulnérabilité au niveau de l'entreprise. Le prix. Un SIEM peut s'avérer très coûteux. Comme vous traitez le nombre, par nombre de données ingérées, comme il y a beaucoup de données en mode collecteur de log, ça peut s'avérer très coûteux. Donc, où est-ce qu'Azure Sentinel vient se placer dans ce discours, en fait? Aujourd'hui, le monde se digitalise rapidement. On fait face à de nouveaux enjeux de sécurisation, que ce soit la IoT, les devices, professionnels ou personnels d'ailleurs, en mode BYOD, Bring Your Own Device. Donc, plus le scope de digitalisation s'étend pour répondre à des enjeux de productivité, expérience utilisateur, etc., et plus on augmente la surface d'attaque, qui donc génère de nouveaux risques. Donc, si vous êtes familier un petit peu avec les analyses de risque, vous savez bien que justement, on parle de fenêtres d'opportunité, de surface d'attaque, et donc, plus on va augmenter la surface d'attaque, plus on va augmenter nos risques. Ça, c'est un problème. Et donc, les problèmes communs que rencontre le SOC à ce niveau-là, notamment, sans parler forcément de surface d'attaque, on a la sophistication des menaces, le gros volume de faux positifs, comme on parlait tout à l'heure, le temps déployé sur la maintenance, le déploiement, même le développement, l'augmentation des coûts de l'infrastructure, donc payer de nouveaux serveurs, mettre à jour ces serveurs, les remplacer, etc. On observe aussi une pénurie de profils de cybersécu. Ça commence à s'améliorer, mais il y a eu une période où recruter un SOC analyste, c'était très compliqué. Manque d'automatisation aussi, qui génère de l'alerte fatigue, comme on en a parlé tout à l'heure, et des produits qui fonctionnent en silo. Donc on n'a pas forcément de corrélation des menaces. Donc Azure Sentinel répond à ces problématiques par son architecture cloud native et son intelligence artificielle. On va aller un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, mais pour l'instant, Azure Sentinel, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un SIEM SOAR, donc SOAR Security Orchestration, Automation and Response, donc cloud natif, donc qui se base sur l'architecture grandissante et plutôt énorme de Azure, et qui est destiné à analyser intelligemment, donc en se servant de machine learning, d'intelligence artificielle, l'ensemble des flux de l'entreprise. Donc on verra tout à l'heure avec les data collectors qu'on peut connecter à peu près tout ce qu'on veut. Donc, la première phase, effectivement, c'est de collecter tous les événements de sécurité de l'entreprise, de les détecter, ensuite, détecter les menaces dans ces événements grâce à plusieurs types d'alertes qu'on va voir tout à l'heure, investiguer ces incidents. À partir d'une alerte, on va créer un incident, et ensuite faire de l'investigation, soit graphique, soit full, et répondre par le biais de playbook à ces incidents et de manière automatisée.
Sachez aussi que vous pouvez importer vos données Office 365 gratuitement dans le SIEM. Donc, ça se complète avec l'XDR de Microsoft, mais j'en parlerai tout à l'heure. Alors, vraiment, la plus-value principale, c'est de se concentrer sur la sécurité en déchargeant les équipes SOC de la charge IT concrètement. C'est vraiment faire bosser les algorithmes de machine learning au maximum et surtout décharger les équipes SOC de la partie maintenance, de la partie IT, quoi. Que justement un SOC analyste ne fasse que du SOC et ne passe pas son temps à installer un SIEM et à mettre et à maintenir en condition ce SIEM. Donc là, vous avez des petites statistiques. D'après Microsoft, 67% plus rapide à déployer comparé à un SIEM traditionnel. Vous avez les liens. Alors, comment votre XDR est complété par votre Cloud SIEM, en l'occurrence Azure Sentinel? Donc, un XDR, c'est quoi? C'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui répond à une problématique. C'est que les attaquants, au fil de la chaîne d'attaque, vont crosser sur plusieurs produits. Et il faut que ces produits parlent entre eux, pouvoir mieux répondre, mieux détecter d'abord, et mieux répondre à la réponse. Mieux répondre, pardon, à la menace. Donc, en l'occurrence, dans le cadre de Microsoft, sur la partie mail, on a Defender for Office. Sur la partie identité, on a Azure Identity Protection. Sur la partie endpoint, on a Microsoft Defender for Endpoint, donc la partie EDR, EDR EPP, EPP Endpoint Protection. Sur la partie AD on-prem, on a Microsoft Defender for Identity. Donc vraiment, là, toutes les attaques type passe de ticket, passe de hash, aussi Golden Ticket pour les authentifications Kerberos. Donc tout ça, ça va être détecté par Defender for Identity. Cloud App Security pour le Shadow IT et toute la protection des AppSaaS. Et Microsoft Information Protection pour tout ce qui est exfiltration des données. J'en passe, c'est des meilleurs. Donc à ce niveau-là, vraiment, tout ce qui est data classif, c'est géré par MIP. Donc, comment le SIEM s'intègre, complète en tout cas ça. On voit sur ce schéma ici. On a toute la chaîne d'attaque avec Azure Defender en plus. Azure Defender, c'est vraiment l'infrastructure qui est durcie au niveau VM, au niveau IoT, base de données, etc. Et donc, le SIEM va se mettre on top, donc sous forme de connecteur. On va connecter Microsoft 365 Defender, Azure Defender. On va connecter d'autres clouds et on va connecter tout ce qui est applications particulières par le biais de connecteurs, par exemple Logstash, etc. Donc la plus-value par rapport à un XDR, c'est vraiment qu'on va tout connecter et essayer de faire de la corrélation sur tous les signaux de différents vendors en fait, et vraiment avoir une sorte de carte normalisée des menaces sous le SIEM. Donc là, c'est un peu le résumé, une intégration native avec les solutions Microsoft, des connecteurs pour les solutions tierces, et ça supporte les formats standards de log, donc syslog, CEF, donc Common Event Format. Et pour la petite statistique, c'est une analyse de log qui peut traiter plus de 10 pétaoctets de données quotidiennement. Alors un pétaoctet, pour ceux qui ne savent pas, c'est 1000 téraoctets, et donc 1000 téraoctets, 1 million de gigaoctets. Pour répéter un petit peu au niveau de la réduction des coûts, pas de coûts liés à l'infrastructure, vous payez ce que vous utilisez. Vos données, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Office 365, sont importées gratuitement. Tout l'XDR qu'on a vu, c'est importé gratuitement. La facturation est prévisible, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Le prix, vous pouvez avoir un forecast sur le prix d'ingestion en fait des données dans Azure Sentinel. Et on est sur un modèle flexible, sans contrat annuel. On paye ça, la donnée ingérée par jour. Alors, donc dans l'optimisation de la solution, on peut optimiser un petit peu, on peut la rendre un petit peu plus custom, la solution. Donc en apportant vos propres modèles de machine learning, si vous avez déjà fait du développement machine learning et de la threat intel, vous pouvez importer ces modèles-là, apporter votre propre threat intel
dans Azure Sentinel. Vous pouvez aussi tirer parti de la communauté de sécurité, par le biais de GitHub. Donc, je vous donnerai les liens aussi sur le repo de Microsoft au niveau d'Azure Sentinel, un repo qui est très très complet, qui vous permet de récupérer par exemple des connecteurs custom sur S3 Bucket ou sur GCP. Donc, on abordera ça tout à l'heure, mais voilà, le GitHub est vraiment très très complet. Je vous invite à le regarder. Donc ici, on reparle un petit peu de l'IA, donc avec des modèles de machine learning préconstruits, des règles de corrélation, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez apporter vos propres modèles de machine learning et utiliser le UEBA, donc User Intensity Behavior Analysis, pardon, qui est intégré avec Microsoft 365. Donc le UEBA, c'est vraiment ce qui est offert par Microsoft en termes de comportement d'utilisateur, et qui permet de générer des types de menaces plus précises. Ce qui fait qu'en fait, les menaces sont vraiment sous un entonnoir, ce qui permet de réduire les faux positifs. On va réduire le bruit, quoi. Et donc, la petite statistique encore de Microsoft, c'est qu'on a 79% de réduction sur les faux positifs en 3 ans. Au niveau de l'investigation, vous pouvez investiguer les menaces avec l'IA et chasser les activités suspicieuses à grande échelle, grâce à l'automatisation, le scaling, etc. Mais aussi, vous pouvez visualiser les attaques et leurs impacts dans leur globalité. Donc ici, quand vous allez avoir un incident, vous allez pouvoir faire View Incident ou Investigate, pardon, au niveau du bouton. Et quand vous allez faire ça, vous allez avoir toute la chaîne d'attaque au niveau visuel. Et vous allez pouvoir cliquer en fait sur toutes ces menaces, Fade Logon, Suspicious PowerShell Script, etc. Cliquez là-dessus et en fait activer un playbook pour par exemple justement isoler la machine, pour justement couper l'IP dans le Fortinet, etc., etc. Justement, répondez rapidement avec une orchestration et automatisation native. Donc, vous pouvez construire des playbooks. Donc, un playbook, concrètement, c'est juste une séquence d'automatisation qui se base sur l'architecture Logicap au niveau de Azure Sentinel. Et ces Logicap permettent justement d'interagir avec des solutions de sécurité, des solutions de ticketing ou d'autres outils qu'on verra légèrement tout à l'heure. Donc maintenant, on va entrer un petit peu plus dans le détail, donc dans l'architecture d'ingestion de données dans Azure Sentinel. Et je vais poser une question. Donc Alexis, tu me diras quelles sont les réponses. À votre avis, combien de connecteurs actuellement natifs Azure Sentinel sont actuellement présents dans la solution? Que je vous invite à taper dans le chat. A, plus de 50, B, plus de 80, ou C, plus de 100. Vous pouvez écrire dans le chat ou même dans le question-réponse sur les événements pour donner votre réponse. Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse. N'hésitez pas à taper A, B ou C dans le chat. Tu peux me donner peut-être là. Ah, j'en ai un. Ah, il y a un courageux. J'en ai 2. Plus 100, plus 100. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auront l'audace de répondre? Alors, effectivement, ouais, c'est plus de 100. Donc, on est peut-être sur aussi un public qui connaît la solution. Donc, on est effectivement sur plus de 100 connecteurs. Pour être précis, on est sur 116 connecteurs à l'heure actuelle et Microsoft fait en sorte de développer de nouveaux connecteurs chaque jour. Et donc, voilà. Voici l'architecture d'ingestion de données dans les grandes lignes. Vous avez la partie on-prem à gauche. Donc, si vous voulez connecter justement vos VM Windows on-prem ou Linux on-prem, on va se baser sur un agent, donc le Log Analytics agent qui peut s'installer sur Linux ou sur Windows. Par contre, pour les
les firewalls, il va falloir passer, par exemple pour Fortinet, il va falloir passer par un connecteur CEF. On va installer ça sur une VM Linux. Donc CEF, encore une fois, Common Event Format. Et pour les sources non supportées par les agents, il existe justement un Logstash. Donc pour toutes les sources un petit peu exotiques, on va parler de Logstash juste après. Donc Logstash permet de transformer, de faire de parser les données, de les filtrer. Et donc ça vous permet de justement envoyer les données un petit peu exotiques par le biais du port 443 TCP sur le Log Analytics Workspace au niveau d'Azure Sentinel. Aussi, vous avez, si vous traitez avec certains security vendors, Cisco, F5, Symantec, etc., ces vendors ont la possibilité d'écrire directement par le biais d'API dans le Log Analytics Workspace. Ce que vous pouvez faire aussi d'ailleurs avec une application custom, vous avez juste à écrire dans l'API. Et vous avez aussi la partie cloud de Logstash qui peut le faire aussi par API. Au niveau interne, vous pouvez rajouter des logs par les VM que vous avez dans Azure, évidemment. Vous pouvez rajouter les diagnostics de ces VM et de n'importe quelle ressource dans le Log Analytics Workspace. Et ce que vous voyez à droite, ce sont les connecteurs de premier plan, donc les connecteurs justement, les 116 connecteurs qui existent. Alors pas forcément les 116 connecteurs, mais il y a des connecteurs de premier plan qui s'intègrent plus facilement que les connecteurs qui passent par API. Et donc justement, on va parler de toute la suite Office 365. Donc tous les connecteurs que vous voyez justement Office 365, Azure Active Directory, etc., toutes ces données-là sont intégrées gratuitement dans Azure Sentinel. Ça peut être un peu compliqué au niveau des connecteurs, donc on vous a laissé la documentation si vous avez besoin d'instructions un petit peu plus claires. Je vous les ai laissé un petit peu le tableau qu'on retrouve quand on va sur ce lien de Tech Community Microsoft. Donc sachez ici que voilà, vous pouvez connecter à peu près tout, hein. Il y a beaucoup de documentation pour connecter AWS, pour connecter Cisco, pour connecter beaucoup de choses. Vous avez le format de connexion et vous avez les instructions tout à droite. On rencontre certains problèmes chez nos clients, des problèmes communs. Et donc, on les a rassemblés ici pour parler un petit peu de solutions, de cas d'usage aussi par rapport à ces problèmes. Donc, le filtrage de logs, la collecte agentless, récupérer aussi les log serveurs qui n'ont pas accès à Internet, collecter les logs personnalisés et collecter les logs AWS GCP. Donc, pour le filtrage log, pour le parsing, on utilise Logstash, Syslog peut le faire aussi. Et ça permet justement de collecter et de transformer les données avant de les envoyer vers une cible désirée. Donc ici, dans les cas d'usage commun, au niveau du filtrage, du parsing, on va masquer les informations personnelles. Par exemple, si dans les logs, on a une carte bleue, on va masquer cette carte bleue justement par hachage ou par autre procédé avant qu'elle soit envoyée dans le SIEM. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Logstash, Logstash fait partie de la stack ELK. Donc ELK, c'est Elasticsearch, donc Search Optimized Database, donc Elastic, un projet de SIEM open source. Et donc Logstash fait partie de cette stack. Et donc ELK, E, Elasticsearch, L, Logstash et K, Kibana, qui est un outil qui permet de visualiser les données qui ont été ingérées, etc. Parce que vous voyez aussi le pipeline, donc Logstash fonctionne toujours sous cette triple forme. Donc vous avez les inputs, donc vous allez rentrer le port, la source, le filter, donc tout ce qui est parsing, masquer les données, etc., rendre les données dans un format acceptable, et output. Donc en l'occurrence pour nous, ce sera le Log Analytics Workspace. La collecte sans agent. Donc ça aussi, c'est un problème commun chez nos clients. Donc collecter les journaux, par exemple là j'ai pris l'exemple de Linux,
sans avoir à installer un agent sur chaque VM. Donc on va se servir des capacités de filtrage aussi de syslog. Comment ça se résume? On va déployer un log forwarder donc, au niveau de la VM. Et donc ce log forwarder pourra se déployer on-prem ou sur Azure. Donc vous pouvez utiliser ExpressRoute si vous avez votre log forwarder sur Azure. Le petit carré que vous voyez en bas à droite, donc un petit peu plus gris que les autres, c'est juste à l'intérieur du log forwarder comment ça se passe. Vous avez l'agent syslog et vous avez le log analytics agent qui discute. Donc pour les serveurs sans accès Internet, on va se servir de Log Analytics Gateway, donc qui est un proxy de transfert HTTPS, qui fait du tunneling concrètement, HTTPS vers un compte Azure Automation, et qui traitera ensuite ces logs dans le Log Analytics Workspace, et donc elle prend en charge les endpoints Windows et Linux. Le workflow ici, c'est installer l'agent OMS, donc Operation Management Suite, sur la machine Windows ou Linux en question, qui va envoyer des données à la passerelle Log Analytics, qui a le Microsoft Monitoring Agent installé, et ensuite on envoie les données vers le Log Analytics Workspace. Donc voilà, ça permet de collecter les événements Microsoft et Linux sans que les terminaux aient une connectivité directe à Internet. Alors la collecte personnalisée. Donc, alors on peut collecter les événements depuis un fichier texte ou récupérer les logs Office 365 provenant d'un autre tenant. Et là, il faut faire attention. Dès qu'on sort du tenant et qu'on va collecter des données qui viennent d'autres tenantes, dès que ça n'est pas natif, dès que le connecteur n'est pas natif et qu'on doit se servir d'une logic app ou d'une function pour transférer à Azure Sentinel, ces données ingérées ne seront pas gratuites. Donc, faut faire attention à ce niveau-là, bien se rappeler que les données ingérées sont gratuites à partir du moment où elles font partie de votre tenante et pas d'autres tenantes. Donc l'ingestion des événements personnalisés se fait par PowerShell, Logic Apps et en direct API. Donc quand vous allez ingérer des custom logs, vous aurez toujours un underscore CL derrière le log qui vous montrera que ce log est custom. Donc pour la recherche de log, c'est un petit peu plus simple. Au niveau de la collecte des logs AWS, on a 3 options donc, sur GitHub. Alors, c'est le GitHub repo de Microsoft dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, des connecteurs, par exemple, pour importer les logs depuis un S3 bucket en utilisant AWS Lambda et l'API Log Analytics. Vous avez tous les logs ici. Tous les logs, pardon. Toutes les informations sur le GitHub, vous aurez juste à copier-coller le lien et c'est très très bien expliqué. Pareil pour les logs CloudTrail. Et les logs en général AWS en utilisant SQSQ, donc SQS Simple Queue Service de Amazon, donc qui se joint justement avec Azure Function pour transférer les logs à ce niveau. Au niveau de GCP, on va avoir 2 options, importer les logs GCP en utilisant le Cloud Function de GCP et l'API Log Analytics, ou utiliser Logstash avec le plugin Google PubSub et importer les événements comme ça. Donc on va passer maintenant sur l'analyse et l'investigation. Encore une question. À votre avis, combien y a-t-il de règles d'analyse pour détecter les menaces au niveau de Azure Sentinel? Alors, vous pouvez toujours écrire vos questions dans le Q&A et je vais les publier. Vous avez été nombreux à répondre à la dernière question, je vous en remercie. Encore une fois, ouais, pas de mauvaise réponse. C'est juste
pour nous, pour évaluer un petit peu le niveau de maturité au niveau de l'audience, savoir si on va plus loin ou si on reste dans la vulgarisation. Hop, une première réponse. Deuxième. Troisième. Les réponses sont anonymes. Alors, on a combien on a du A, du B, du C? On a du C, du A, du C, ouais. Ok. Alors, en grand type de règles pour détecter les menaces, c'est 2 types. Donc, je vais vous expliquer tout de suite, parce qu'il peut y avoir une incompréhension. Donc, dans les 2 types de règles, on a le type de règle qui est scheduled. Donc, ici, une règle scheduled, justement, c'est une règle qui permet de lancer des queries sous une période, en fait, au Log Analytics Workspace. Et si on match une certaine query, justement, ça va créer une alerte qui va créer un incident si vous le décidez. Donc ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est une règle de type Fusion. Donc ça, c'est une règle qui est créée par Microsoft, qui se sert du machine learning de Microsoft. Et donc, ces règles de type Fusion combinent plusieurs alertes suspicieuses de niveau bas, moyen, et vont corréler toutes ces alertes en un incident de haut niveau de criticité. Donc là, on va vraiment parler chaîne d'attaque au niveau des règles Fusion. Donc ces incidents ne sont pas éditables, enfin en tout cas la règle n'est pas éditable. Et effectivement, cette règle-là vous permet de générer plusieurs centaines de règles type chaîne d'attaque. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a eu des plus de 10 tout à l'heure. Donc, un petit diagramme, le diagramme de création d'un incident. Ici, un incident se crée de plusieurs manières. Donc, au niveau des règles schedule, donc, ces règles sont conçues, comme je vous l'ai dit, pour lancer des requêtes sur des événements ou bien ingérer directement des alertes remontées en fait. Une alerte, qu'est-ce que c'est? Une alerte, c'est un objet immuable sans état. Et cette alerte peut, si on active le paramètre dans la règle, créer un incident. Une alerte peut aussi activer un playbook, qui est concrètement, comme je vous l'ai dit, un script automatisé. La différence entre une alerte et un incident, c'est qu'une alerte ne peut pas être assignée à une personne, comme dans un système de ticketing classique en fait. Tandis que l'incident, en fait, un incident justement, est un mécanisme destiné à traquer et à générer l'alerte. Donc, on peut l'assigner à une personne, on peut lui donner un statut, résolu, pas résolu, des commentaires. Vous pouvez aussi lancer un playbook à partir d'un incident. Et dans le cas d'une alerte créée par Microsoft, donc on verra ça tout à l'heure, il y a des alertes qu'on appelle alertes Microsoft. Pas besoin de créer une règle schedule pour ça. C'est justement, ce sont des alertes qui permettent de créer directement des incidents. Et donc, c'est intégré dans le produit. Pour information, on peut grouper jusqu'à 150 alertes pour un incident. On verra le grouping d'alertes tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir sur ces règles schedule? Donc, 3 options importantes. Donc, le run query every. Donc, every 5 minutes. La première ligne que vous voyez, ça détermine la fréquence d'exécution. Donc, il y a eu des requêtes à Microsoft comme quoi on voulait augmenter la période et donc baisser le nombre de minutes par query. Donc, ils sont en train de bosser sur ça, mais ça n'a pas été encore fait. C'est 5 minutes depuis longtemps et 5 minutes, c'est la limite. Donc, voilà. L'activation de la règle n'est pas instantanée. Il y a quand même, c'est pas dès que vous activez la règle, ça va run la query tout de suite. Faut le savoir. Et pour forcer une heure exacte, il faudra modifier la requête en utilisant la fonction start of day. Donc là, vous ne le voyez pas sur le screenshot, mais quand je vous montrerai un petit peu la console, vous pouvez modifier la query et mettre justement cette fonction pour
pour forcer une heure exacte, par exemple, des queries qui vont tomber à 15h30, puis 15h35, puis à 15h45, etc. Alors, le lookup data from the last, ça détermine jusqu'où la requête peut aller dans le passé. Donc, vraiment, par exemple, je vais lancer une requête toutes les 4 heures et je vais dire, je vais regarder 3 jours dans le passé à ce niveau-là pour justement créer mon incident. Donc ça, c'est paramétrable à votre convenance. Il n'y a pas vraiment de bonne pratique à ce niveau-là. C'est en fonction de votre maturité SOC et de ce que vous avez vu qui fonctionne le mieux au niveau des règles automatiques. Sachez que dans le cas d'une haute fréquence de requête, ce paramètre ne peut pas être supérieur ou égal à 2 jours. Donc voilà. Et le alert threshold, donc ici, c'est vraiment générer une alerte si on a un match, 2 matchs ou voilà. Et donc la recommandation de Microsoft est de laisser cette règle à supérieure à 0. Donc au premier match, on crée une alerte. Au niveau des alertes Microsoft, donc ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les avantages, c'est que le nommage de l'incident est basé sur l'alerte de Microsoft. Donc par exemple, vous avez une alerte qui remonte dans Cloud App Security. Vous l'avez justement paramétré aussi dans Azure Sentinel. Ça va copier en fait le nom de l'alerte et au niveau de l'entity, ça va faire un mapping avec l'entity de Cloud App Security. Alors, qu'est-ce que c'est que l'entity? Il existe en fait 4 entités natives dans Microsoft. Donc l'account, l'host, l'IP et l'URL. Et donc ces entités en fait sont utilisées entre autres dans le cadre de l'investigation graphique. Avec ces règles, Microsoft, en fait, avec ces règles, ces entités sont mappées automatiquement. Grâce à ces mappings, vous pouvez grouper plus facilement ces alertes entre elles. Donc, ça veut dire que toutes les sources de données ingérées par le SIEM seront vraiment corrélées et il n'y aura pas de dichotomie entre les produits. La règle Fusion. Les règles Fusion donc, combinent plusieurs alertes suspicieuses en un élément, en un incident critique. Donc, dans cet exemple, alors, je ne l'ai pas mis là, mais dans l'exemple que j'avais sur cette fenêtre, c'était quelqu'un qui se connecte du réseau Tor, donc réseau anonyme, triple chiffrement, vous connaissez, plus une règle de suspicious inbox forwarding. Et donc, on a un incident qui est trigger, un incident fusion, en tant que Advanced Multi-Stage Attack Detection. Alors, les connecteurs que vous voyez ici doivent être configurés pour générer ces fusion incidents. Ça vous permet justement d'avoir vraiment tout le scope de la chaîne d'attaque. Vous pouvez observer ici que qu'il y a Palo Alto que Microsoft a fait une alliance avec Palo Alto au niveau network pour générer ces fusion incidents. Et il y a plus de 122 incident types qui peuvent être détectés par Azure Sentinel. Donc vraiment, l'important à retenir, c'est que la corrélation d'alerte se fait à l'aide du machine learning. Ça permet justement de réduire le bruit et améliorer les KPI des analystes SOC. Donc, une fois qu'on a collecté les données, une fois qu'on les a analysées, il ne reste plus qu'à orchestrer, automatiser la réponse aux incidents. Donc, on va parler de playbook. 2 types de playbook ici. Ceux qui se déclenchent par alert trigger. Donc là, on est sur un mode réactif. Donc, une fois que l'incident est créé, on peut répondre manuellement en étudiant cet incident de façon complète ou graphique. Donc, vous avez quand vous avez un incident sur Azure Sentinel, vous avez soit View Full Details, soit Investigate. Si vous faites View Full Details, vous aurez, comme son nom l'indique, tous les détails de l'incident. Et si vous allez sur cet incident, vous pourrez faire View Playbooks et vous aurez tous les playbooks associés à cet incident. Vous pouvez le faire aussi de façon graphique. Et donc, je vous montrerai ça juste dans la slide.
Donc, ça se résume en fait à avoir le schéma graphique, cliquer sur la menace et de faire justement playbook, enfin view playbook. Après, vous avez aussi les types, donc incident trigger for automated response. Donc là, c'est plus du proactif. Et donc, en créant une règle schedule ou par la création d'une règle Microsoft, on peut associer en mode automation response un playbook qui va faire justement de la remédiation, du ticketing ou de la modification d'incidents, pour ne citer que. Donc ici, au niveau des alert trigger playbook, voilà, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc vous avez ici Investigate ou View Full Details. Donc si je clique sur Investigate, je vais arriver sur cette fenêtre à droite. Donc vous allez avoir la chaîne d'attaque graphique, l'utilisateur, ce qu'il utilise et la menace, en l'occurrence un malware ici. Vous faites View Playbooks et par exemple, dans les playbooks associés, on va pouvoir isoler la machine, par exemple. Ici, donc là, on est sur la création d'une règle. Donc là, c'est vraiment la fenêtre que j'ai au niveau de la création d'une règle de détection d'incident. Et donc, on va créer la règle, on va set la logique. Et au niveau en fait de la réponse automatique, on va avoir nos playbooks ici qui s'affichent. Donc là, volontairement, j'en ai mis peu pour que ce soit un petit peu plus lisible. Mais évidemment, il y a beaucoup plus de playbooks qui sont disponibles dans Azure Sentinel. Donc justement, les templates détaillés de ces playbooks sont sur ce lien GitHub. Donc c'est le même GitHub en fait, c'est le même repo hein, que les connecteurs AWS, GCP, etc. Tout sur ce repo-là. Donc encore une fois, je vous invite à regarder ce repo. Et donc pour parler des principaux cas d'usage de l'utilisation des playbooks, on va interagir avec des systèmes de ticketing, par exemple ServiceNow. On va faire de la remédiation, des actions de blocage, des actions de traçage, et on va agir aussi sur les incidents créés en l'assignant automatiquement à un utilisateur, à un SOC analyste ou à un admin, changer le statut de cet incident de open à closed par exemple, ou y ajouter des commentaires. Donc, avant de faire le résumé au niveau de la console Azure Sentinel, les bonnes pratiques et le pricing, à votre avis, justement, en parlant de pricing, quel est le seuil minimum d'ingestion requis pour bénéficier d'une réservation de capacité Azure Sentinel? La réservation de capacité, pour faire simple, c'est juste réserver une capacité d'ingestion et grâce à cela, vous allez gagner une réduction en fait sur les données ingérées au niveau de Azure Sentinel. Vous allez payer moins cher. Je vous laisse répondre. Je vais vous laisser m'envoyer vos réponses que je vais publier. Alors, on a déjà du A. Du A encore. Encore du A. Très bien, bah, les gens ont la bonne réponse, effectivement. Alors, pour la suite, je vais montrer ma fenêtre Azure Sentinel. Donc, effectivement, c'est A. Ici, au niveau du pricing, vous avez 100 gigas par jour maximum, enfin minimum, pour bénéficier d'un discount de 50%. Donc, vous pouvez avoir une vue sur les données ingérées par heure, hein, limite, ici. Donc, pour pouvoir faire un forecast sur justement les données que vous ingérez. Donc, ici, ça peut être assez pertinent pour que vous puissiez calculer en fait vos données ingérées sur une suite de jours et savoir combien vous allez payer. Donc, pour information, quand vous êtes en pay-as-you-go et que vous ne bénéficiez pas de ces réservations, vous allez payer environ 2,40 $ du giga ingéré, si je dis pas de bêtises. Donc, on peut le regarder rapidement ici d'ailleurs. Si vous allez sur tarification,
Donc voilà, vous êtes sur 2,46 $ du giga ingéré. Et par contre, si vous êtes sur le niveau max de réservation, vous payez quasiment 3 fois moins cher, quasiment. Ok. Donc pour regarder un petit peu ce qu'on a vu lors de ce webinaire. Donc, ici, vous avez le dashboard général. Donc voilà, avec les alertes, les audits, audit log, usage. Donc ça, c'est par rapport à ce que j'ai connecté. Donc il s'agit d'un tenant de test. Donc évidemment, pas d'alerte, peu de données ingérées. C'est vraiment pour vous montrer comment la console se décline. Et donc pour vous montrer les data connectors, oui. Je crois que tu me parlais, Alexis. Donc 116 data connectors actuellement. Donc je vous laisse regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Il y a vraiment tout. Hein. Ils essaient d'intégrer le plus de data connectors possible pour améliorer l'expérience utilisateur. Donc on a du BlackBerry, on a du Checkpoint, du Cisco, on a du EZ, du F5. On peut avoir aussi Symantec, Trend Micro, donc Zscaler aussi. Voilà. Beaucoup de connecteurs. Vous voyez en vert ce que vous allez connecter. Si vous avez un connecteur qui a été connecté, mais pour une raison X ou Y ne fonctionne plus, ça va passer en rouge. Et tout ce qui est en gris, c'est ce que vous n'avez pas pu connecter, ou enfin ce que vous n'avez pas connecté en tout cas. Au niveau des règles d'analyse, pour aller très rapidement, vous pouvez vous baser sur des templates. Là, vous avez les règles qui sont activées. Donc, sachez que la règle Fusion Microsoft est activée par défaut. Et donc, au niveau des templates ici, hop, par exemple, si je veux une règle qui voilà, me détecte quand j'ai un password spray sur mon Azure Active Directory, je vais ici, vous avez la query, vous pouvez la modifier. Donc, si je fais create rule ici, vous pouvez l'activer, désactiver. Donc, ensuite, on va set la logique. Et donc, ici, justement, comme je vous parlais tout à l'heure, vous pouvez modifier la query, donc la requête, à votre convenance. Donc, bah, c'est du KQL, hein, donc du Custo Query Language. Vous pouvez tester cette requête. Donc, si cette requête est matchée, ça va mettre un petit 1 au niveau du threshold. Donc, ça vous permet de voir si vous avez correctement écrit aussi votre requête, si vous l'avez modifiée. Ce sont des requêtes un petit peu compliquées qui sont, comment dire, fournies, built-in en fait, donc fournies par les analystes Microsoft. Je ne conseille pas particulièrement de les changer, mais en tout cas, voilà, si vous savez ce que vous faites, si vous savez ce que vous faites et que vous êtes assez KQL friendly, vous pouvez la modifier. Ici, vous avez les entités. Donc, IP, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'entités, mais ce qui est le plus utilisé, c'est, comme je vous l'ai dit, l'account, host, IP, URL. Ça, on en a parlé tout à l'heure, le query scheduling. Donc, par exemple, tous les jours et regarder 7 jours en arrière. L'alert threshold, on en a parlé tout à l'heure. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, au niveau de la réponse automatisée, on peut choisir un playbook. Hop, je choisis mon playbook et après on peut faire review and create. Et du coup, quand cette alerte sera activée, on va justement trigger le playbook, donc bloc à des users. Donc si justement il y a une attaque de password spray identifiée, on va bloquer l'utilisateur. C'est pas forcément super pertinent parce qu'il s'est pas forcément connecté. On peut faire du reset password au niveau de l'Azure AD, donc le provider d'identité. On peut avoir aussi des playbooks sur un autre provider d'identité si vous le souhaitez. Hein. Si vous utilisez Okta comme provider d'identité, on peut avoir des playbooks sur Okta aussi. Donc voilà pour la petite vue de la console. Petite bonne pratique aussi, il est recommandé d'avoir tout sur le même workspace, hein, grosso modo. Donc, enfin pas tous les événements de sécurité comme ça, parce que ça vous permet justement d'avoir de query plus rapidement et ça vous aide au niveau du hunting. Voilà à ce niveau-là.
Et donc maintenant, je vais passer la main à Bruno pour nos offres d'accompagnement. Merci Chris Ross. Donc effectivement, en ce qui concerne la partie infrastructure dans Azure, on vous propose des missions de type Azure Go to Cloud qui permettent de faire un assessment d'une infrastructure, soit on-prem, soit dans un cloud privé, soit hybride, et de voir combien coûterait ce type d'infrastructure dans Azure et à quoi elle ressemblerait. Donc, ce sont des missions qui sont dont la durée est variable en fonction de la taille de l'infrastructure à analyser. Et c'est vraiment une mission qui vous permet de construire une pierre budgétaire très en amont de vos projets de migration, même de vous aider à la décision, est-ce que je migre ou pas mon infrastructure dans Azure, en fonction de mes contraintes techniques, de mes contraintes de business, de mes contraintes budgétaires. Donc, c'est vraiment, on a plusieurs clients qui ont fait appel à ce type de mission, qui ont débouché ensuite sur des migrations effectives sur lesquelles on peut aussi vous accompagner. Et puis, une fois que votre infrastructure est dans Azure, on peut aussi vous aider à optimiser les coûts avec une mission d'Azure Checkpoint. C'est-à-dire qu'on va analyser les consommations détaillées de votre infrastructure Azure et voir quels sont les mécanismes essentiellement contractuels qu'on peut mettre en place pour optimiser les coûts et vous permettre de baisser votre facture mensuelle pour dégager du budget, soit pour augmenter votre infrastructure, soit pour assainir les finances de votre service. Donc ça, ce sont vraiment deux missions d'accompagnement autour d'Azure qui sont complémentaires de ce que du sujet du webinaire d'aujourd'hui, mais qui peuvent vraiment vous aider dans votre vie avant et pendant Azure. Merci beaucoup, Bruno. Pour parler maintenant un petit peu d'audit de sécurité, on propose aussi un audit de configuration sur l'environnement Microsoft, donc en se servant du Cyber Security Assessment Tool, donc CSAT, l'acronyme CSAT. On va évaluer les risques en fait au niveau de votre configuration on-prem, cloud. Donc, par exemple, des applications pas à jour, des postes inactifs, des mauvaises configurations au niveau de l'AD, des mauvaises configurations cloud aussi au niveau des ressources AD. Donc, on va vraiment scanner votre environnement dans sa globalité, que ce soit on-prem ou cloud. Et on va se servir du référentiel ISO 27002 pour justement vous donner les bonnes pratiques, l'état de l'art en fait, et que vous soyez conforme au niveau justement ANSI à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose qui dure pas vraiment longtemps parce qu'en fait on va vraiment automatiser l'audit de conf. On va passer par exemple par du WMI pour justement scanner les postes. On installe l'outil sur une VM qui vous est dédiée, qui est chez vous. Donc comme ça, toutes les données restent chez vous et on vous fait des préconisations en fonction des données qu'on a collectées. Donc après, on a d'autres offres de services qui ne font pas partie des slides que j'ai mises, notamment aussi un audit de conf un petit peu plus poussé juste sur les ressources Azure, comment vous avez connecté, par exemple, comment vous avez mis en place vos network security group, est-ce que vos applications ont des mots de passe ou des chaînes de connexion en clair, est-ce que vous servez correctement d'Azure Key Vault, etc., etc., etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on est capable de faire. De plus, Bechtle-Comsoft peut vous accompagner aussi sur d'autres sujets, des sujets de gouvernance ISO 27001, des sujets de pentest, des sujets de migration, que ce soit Intune, etc. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour tout sujet lié à Microsoft, mais pas que, vraiment lié à la sécurité. Si on ne sait pas répondre nous, on aura le bon partenaire pour justement répondre à vos besoins. Donc voilà, il nous reste 5 minutes pour d'éventuelles questions. Donc je t'écoute, Alexis. Alors, j'ai une première question. Existe-t-il un connecteur pour DFW Stormchild?
Au niveau de Storm Shield, il faudrait que je regarde tous les connecteurs. En tout cas, natif, je pense pas. Mais de toute façon, on peut connecter Storm Shield avec Azure Sentinel. Il faut juste, comme je vous l'ai expliqué, au niveau de si on n'a pas le connecteur natif, on peut toujours comment dire, truander entre guillemets avec Logstash ou quelque chose comme ça. Donc faudra regarder, mais je pense pas qu'il soit natif le Storm Shield. J'ai une autre question. En parallèle de ces missions-là, proposez-vous des prestations d'aide à la configuration d'Azure Sentinel? Oui, on peut justement vous aider à configurer. On peut faire un petit peu de formation sur Azure Sentinel, voir un petit peu comment mettre tout ça en place avec les bonnes pratiques au niveau FinOps, au niveau pricing, etc., mais aussi au niveau bonnes pratiques de sécurité et aussi au niveau opérationnel en fonction de vos ressources. Pour compléter d'ailleurs la question, on peut proposer aussi, alors là c'est par le biais d'un partenaire, de gérer votre SIEM à votre place. Donc il existe le MDR, donc le Manage EDR, il existe aussi le Manage SIEM complètement, donc avec ce qu'on appelle du SOC Manager. Et donc ça, on peut vous mettre en relation avec un partenaire qui fait ça sur le SIEM Microsoft. D'ailleurs, je vous ai mis le lien de rendez-vous pour prendre rendez-vous avec Chris Ross. Même si vous avez des points ou des questions que vous voulez aborder avec lui, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Il reviendra vers vous pour caler une date. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y a une intégration avec Cortex XDR? Encore une fois, je pense pas. Alors, est-ce que j'ai donné le lien sur toutes les intégrations? En tout cas, vous avez le lien de la communauté pour tout ce qui est géré. Alors, je vais essayer de vous le trouver. De toute façon, c'est dans la presse. Donc, et si effectivement votre collecteur n'est pas traité encore, il y a toujours moyen de faire un petit peu de maison, de homemade pour connecter la solution. Mais ça, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers moi pour des collecteurs, des connecteurs un petit peu plus exotiques et on va regarder. J'ai encore des questions. Peut-on imaginer des playbooks avec flow et isolation des machines en s'appuyant sur l'XDR Microsoft Defender for Endpoint? Oui, on peut isoler la machine avec des playbooks. Après, il y a certaines limitations au niveau des playbooks. Je pense pas, par exemple, qu'on peut killer des process avec un playbook encore. Donc là, il faudra se baser justement sur les XDR Microsoft. J'ai une question plutôt prix. 100 Go par jour au prix de 1 $. Si on réserve la capacité, cela veut dire donc que Sentinel coûterait 100 $ par jour ou 3000 $ par mois? Alors, je vais remontrer le lien. Je sais pas. Alors, continuez à nous envoyer vos questions. On va essayer d'y répondre maintenant, sinon on reviendra vers vous. Donc, c'est bien du par jour. Ici, effectivement, si vous êtes à 100 Go par jour, il faut bien multiplier ça par 30 ou 31 pour avoir votre facture par mois. Écoute, Alexis, si on est dans les temps, si pas de questions. On est dans les temps. N'hésitez pas, je vais vous renvoyer encore une fois le lien dans le chat et dans les questions. On vous le renverra par mail pour prendre rendez-vous. On vous enverra les slides. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Vous pourrez regarder chez vous tranquillement. Je vous renvoie encore le lien. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. On se retrouve avec un prochain webinaire le 18-11, mais sur un autre sujet, donc la signature électronique. Voilà, donc on reviendra vers vous pour vous envoyer des slides et replay. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci à tous et bonne journée.